Comme on le disait dans la vidéo précédente, ce qu'on appelle le paradoxe des jumeaux rassemble à lui tout seul à peu près toutes les difficultés de compréhension qui peuvent surgir quand on étudie la relativité, et en particulier la relativité restreinte. Et c'est d'ailleurs bien pour ça que ce paradoxe a soulevé autant de discussions parmi les non-spécialistes pendant autant d'années, avant que des preuves expérimentales ne viennent trancher définitivement le débat à partir des années 1960. Les spécialistes, eux, étaient à peu près tous d'accord depuis le début. Pour bien comprendre la suite de cette vidéo, nous aurons besoin de tout ce qu'on a appris dans les vidéos précédentes, à savoir sur la relativité galiléenne, sur la synchronisation d'Einstein et sur la désynchronisation des horloges en mouvement, sur la dilatation des durées, sur la contraction des longueurs, sur la différence entre les mouvements inertiels et les mouvements accélérés, et enfin sur le concept même de référentiel. Alors, la plupart du temps, ce qui fait que les amateurs ne parviennent pas à comprendre les choses, c'est parce qu'ils prennent en compte la dilatation des durées, mais qu'ils ignorent complètement tous les autres points de cette liste. Alors, au départ, ce qu'on appelle de nos jours le paradoxe des jumeaux, ça découle d'une expérience de pensée qui a été imaginée par Paul Langevin en 1911 pour illustrer le phénomène de relativité des durées. Par la suite, cette expérience de pensée a été rendue encore plus frappante en imaginant deux jumeaux, dont l'un resterait sur Terre pendant que l'autre ferait un aller-retour vers une étoile lointaine à une vitesse proche de celle de la lumière. L'idée de Paul Langevin faisait appel à des boulets de canon, c'était un peu moins parlant que le fait qu'on prenne des jumeaux. Commençons par représenter tout ceci en nous plaçant dans le référentiel de la Terre. Dans le référentiel de la Terre, on a synchronisé les deux horloges bleues par le processus dit de la synchronisation d'Einstein que nous avons étudié dans cette vidéo précédente et je n'y reviens pas maintenant. Il y a une horloge qui est attachée à la Terre et une autre qui est attachée à l'étoile Proxima Centauri, qui est l'étoile la plus proche de notre Soleil. Proxima Centauri, c'est une naine rouge, donc elle ne ressemble pas exactement à ça, mais j'ai pas trouvé de texture de naine rouge, donc j'ai dessiné une sorte de mini-soleil et j'espère que ça fera l'affaire. De toute manière, la Terre et le vaisseau spatial ne sont pas non plus à l'échelle, mais c'est impossible de faire autrement. C'est une expérience de pensée, et si on dessinait tout à l'échelle, on ne verrait plus rien. Une autre approximation dans tout ceci, c'est que Proxima est à 4,2 années-lumière de nous, mais pour simplifier tous mes calculs, je l'ai placé à 4 années-lumière exactement. Ce vaisseau spatial vient de synchroniser son horloge avec celle de la Terre au moment où il passe à son voisinage. Il va à 86,6% de la vitesse de la lumière, ce qui correspond à un facteur de Lorentz de 2. Il a pu synchroniser son horloge avec celle de la Terre parce qu'il partage avec elle un même événement, le moment et l'endroit où il est passé juste à côté d'elle. Comme on l'a vu précédemment, synchroniser ces horloges avec des horloges distantes n'est plus possible dès lors qu'on n'est plus immobile par rapport à elle. Le vaisseau n'aurait pas pu synchroniser son horloge avec celle de Proxima, tout simplement parce que celle de Proxima est très loin et qu'elle se rapproche de lui à toute vitesse. Ou alors, plus exactement, s'il avait vraiment voulu synchroniser entre guillemets son horloge avec celle de Proxima, il l'aurait fait par un choix tout à fait arbitraire. Soit il l'aurait synchronisé avec l'horloge de Proxima telle qu'elle est par rapport à la Terre, soit il l'aurait fait telle qu'elle est par rapport à lui. On y reviendra dans un instant,
mais comme on l'a déjà vu dans cette autre vidéo, c'est la base de la relativité. La simultanéité, autrement dit le en même temps, c'est relatif. Ce n'est pas le même en même temps pour tout le monde. Alors, comme le vaisseau va à 86,6% de la vitesse de la lumière, ce qui correspond à un facteur de Lorentz de 2, il semble compresser ce vaisseau d'un facteur de 2 dans le référentiel bleu qui est celui de la Terre. Au moment où le vaisseau croise la Terre, donc au moment où l'horloge de la Terre et celle du vaisseau se sont synchronisées en affichant 0, la Terre a envoyé un signal lumineux vers Proxima Centauri. Et elle continuera à envoyer un signal lumineux comme ça tous les ans, au rythme d'un signal lumineux par an. Comme le facteur de Lorentz, pour une vitesse de 86,6% de la vitesse de la lumière est de 2, l'horloge rouge, en mouvement par rapport à nous, qui restons immobiles vis-à-vis de la Terre, semblera aller 2 fois moins vite que l'horloge de la Terre. En revanche, comme Proxima est fixe dans notre référentiel, l'horloge de Proxima ira à la même vitesse que celle de la Terre. Il est temps de lancer notre animation. Au bout d'un an sur Terre, il ne s'est écoulé qu'une demi-année à bord du vaisseau. Mais comme il s'est écoulé un an sur Terre, la Terre envoie son deuxième signal lumineux en direction de Proxima. Au bout de 4 ans, le premier signal arrive sur Proxima. Le vaisseau, lui, n'est pas encore arrivé. Et il y a en tout 5 signaux lumineux qui ont été envoyés. Un tout à fait au départ, et ensuite un chaque année. Au bout de 4 divisé par 0,866, c'est-à-dire environ 4,6 années dans le référentiel de la Terre, le vaisseau arrive sur Proxima et il fait demi-tour. Alors pourquoi 86,6%? Eh bien en fait, si vous faites les calculs d'une façon précise, pour avoir un facteur de Lorentz de 2, il faut une vitesse du vaisseau de racine de 3 sur 2, c'est-à-dire à peu près 86,6%. Le vaisseau croise au retour les signaux lumineux suivants à un rythme rapide, qui est normal puisque désormais, au lieu de fuir les signaux, il va à leur rencontre. Et quand il revient sur Terre, il s'est écoulé 9,1 années dans le référentiel de la Terre, et seulement la moitié de ça, c'est-à-dire seulement 4,6 années, dans le référentiel du vaisseau. C'est quand on se place dans le référentiel blanc maintenant, c'est-à-dire dans le référentiel du vaisseau, qu'on peut voir apparaître une contradiction, et donc apparemment un paradoxe, si on ne s'y prend pas très soigneusement. Alors ici, je dois préciser une petite chose. J'ai choisi depuis le début d'accrocher une horloge rouge au vaisseau blanc. Si c'était à refaire pour des raisons pédagogiques, j'accrocherai une horloge blanche au vaisseau blanc. Mais bon, je ne vais pas refaire toutes mes vidéos maintenant. Et du coup, le référentiel blanc sera celui du vaisseau blanc, même si son horloge est de couleur rouge. Voilà, c'est la convention qu'on va prendre, qu'on se le dise. Voyons voir maintenant comment on peut imaginer qu'il pourrait y avoir un paradoxe dans la relativité. Je vais commettre volontairement un certain nombre d'erreurs maintenant, de votre côté pendant mes explications, qui seront donc fausses, on est bien d'accord. Essayez de repérer ces erreurs. Au départ, la situation est la même que dans le référentiel de la Terre. Mais maintenant, dans le référentiel blanc, le vaisseau reste immobile. Nous sommes immobiles par rapport à nous-mêmes. Et c'est Proxima qui se rapproche de nous à 86,6% de la vitesse de la lumière.
Ce sont donc les horloges de la Terre et celles de Proxima qui doivent aller 2 fois moins vite que les miennes. Et, même chose, au retour. Voyons voir ce que ça donne. À la fin du voyage, c'est l'horloge du vaisseau qui devrait marquer 9,1 années et celle de la Terre qui devrait marquer 4,6 années. Et du coup, si on avait mis un jumeau dans la fusée alors que l'autre serait resté sur Terre, lequel des deux aurait vieilli de 9,1 années et lequel n'aurait vieilli que de 4,6 années? Ou peut-être toute cette histoire de la relativité ne serait-elle qu'une illusion, aucun des deux jumeaux ne pouvant vieillir plus vite que l'autre. Arrivé à ce point, je vous invite à prendre le temps de déceler toutes les erreurs que j'ai faites dans cette simulation et quelles sont leurs conséquences. Alors, est-ce que vous avez trouvé toutes les erreurs et leurs conséquences? Il y en avait 2, et ce sont celles que commettent les amateurs et les débutants quand ils réfléchissent à ce sujet. On a bien pris en compte le ralentissement des horloges, mais on avait oublié 2 choses importantes. D'abord, la contraction des longueurs et aussi la désynchronisation des horloges. Alors, on va reprendre et corriger. Commençons par la contraction des longueurs. Dans le vaisseau du référentiel, ce sont la Terre et Proxima, et surtout la distance entre les deux, qui sont divisées par 2. Comme les horloges bleues vont aller 2 fois moins vite dans notre référentiel, et que par ailleurs la vitesse à laquelle Proxima se rapproche de nous reste évidemment égale à celle à laquelle nous nous rapprochons d'elle, nous serons tous d'accord pour dire que nous nous rapprochons l'un de l'autre à 86,6% de la vitesse de la lumière. Et il faut donc, pour que notre référentiel reste cohérent, que la distance soit elle aussi divisée par 2 dans notre référentiel. Si nos vitesses relatives sont les mêmes dans tous les référentiels, et que la durée du voyage est divisée par 2, on est obligé de diviser aussi la distance parcourue par 2 pour que la vitesse reste la même. On avait déjà étudié ça en détail dans les vidéos précédentes, notamment à propos des muons atmosphériques. Mais prenons le temps de revenir encore une fois sur cette question des référentiels, même si bien sûr on l'a déjà approfondi dans les vidéos précédentes, parce qu'elle est vraiment au cœur des difficultés de compréhension en ce qui concerne la relativité. Les cartes de la Terre ne peuvent jamais être tout à fait fidèles à la réalité, et il en va de même des référentiels. Les cartes de la Terre ne peuvent pas être totalement fidèles à la réalité parce qu'elles représentent à plat une réalité qui, elle, est sphérique. Et du coup, elles peuvent être très fidèles localement à un certain endroit, mais plus on s'éloigne de cet endroit, et plus les distorsions deviennent importantes. Il en va de même pour nos référentiels. Ils ne peuvent pas être totalement fidèles à la réalité parce qu'ils représentent les choses à un moment donné, alors même que ce moment n'est pas le même partout pour tous les observateurs. Les référentiels sont eux aussi très fidèles localement, mais plus on s'éloigne de l'endroit où est l'observateur, et plus il faut être prudent. Ce référentiel-ci montre Proxima telle qu'elle est quand l'horloge de Proxima marque 0, alors que celui-ci la montre telle qu'elle est quand l'horloge marque 3,5. Pour ne pas faire d'erreur dans mes calculs, quand je suis sur Terre, je dois utiliser cette carte-ci. Mais pour ne pas faire d'erreur dans mes calculs, quand je suis dans le vaisseau, je dois utiliser celle-ci. Alors pourquoi ça? On l'a vu longuement dans cette vidéo.
Dans un groupe d'objets en mouvement, les horloges qui sont derrière sont plus vieilles que celles qui sont devant. Mais plus vieilles de combien? Alors, on va commencer par le calculer avec un petit peu de calcul mental. Dans le référentiel blanc, Proxima n'est qu'à 2 années-lumière de la Terre. Ce rayon lumineux va aller vers Proxima à la vitesse de la lumière, bien sûr. Mais pendant ce temps, Proxima, vu depuis le vaisseau, va se rapprocher de nous, comme du rayon lumineux, à une vitesse qui est proche de la vitesse de la lumière. Alors, si Proxima se rapprochait à la vitesse de la lumière, les deux, le rayon et Proxima, se rencontreraient à mi-chemin, donc au bout d'une année. Mais ce serait une année dans notre référentiel à nous, autrement dit une année à notre horloge à nous, et donc seulement une demi-année à l'horloge de Proxima, qui va 2 fois moins vite que la nôtre. Comme il n'y a pas d'événement alternatif, dans tous les référentiels, autrement dit dans toutes les cartes, le rayon lumineux doit arriver sur Proxima quand l'horloge de Proxima marquera 4 années. La seule solution pour que notre carte, notre modèle, reste cohérent, c'est de considérer que cette horloge marque déjà 3 années et demie au moment où le rayon quitte la Terre. Affinons un peu plus le calcul. Proxima ne va pas vraiment à la rencontre du rayon lumineux à la vitesse de la lumière, mais seulement à environ 86% de celle-ci. Il lui faudra donc un peu plus de temps pour rencontrer le rayon lumineux. Et du coup, on devra reculer un petit peu l'horloge de Proxima pour qu'elle marque un peu moins de 3 ans et demi au moment du démarrage, et donc 4 ans lorsque le rayon arrivera. Alors il y a une formule mathématique qui permet de passer de ce petit calcul approximatif à un calcul exact. La voici. V, c'est la vitesse à laquelle nous voyageons par rapport aux deux horloges, qui elles sont immobiles l'une par rapport à l'autre. Elle s'exprime, cette vitesse, en pourcentage de la vitesse de la lumière. C'est donc à peu près 86,6%, soit 0,866. L, c'est la distance entre les deux horloges immobiles l'une par rapport à l'autre, dans le référentiel de ces horloges immobiles l'une par rapport à l'autre. Cette distance est de 4 années-lumière. La désynchronisation entre ces deux horloges, vue depuis notre vaisseau, est donc de 3,464 années. Notre petit calcul mental de tout à l'heure était donc pas trop mauvais. Il est temps de relancer maintenant notre simulation. J'ai rajouté ici un vaisseau noir qui vient à notre rencontre. Il va nous servir à mieux comprendre les suites. Il vient à la rencontre de Proxima, comme nous, à la même vitesse que nous. Et on va le rencontrer à l'instant précis où on fera demi-tour. Alors, revenons un instant dans le référentiel de la Terre pour voir un peu ce que ça donne. Dans le référentiel de la Terre, c'est tout à fait la même chose que tout à l'heure. Simplement, il y a en plus un vaisseau noir qui arrive dans notre direction. Et quand ils se croisent, leurs horloges indiquent la même heure. Et quand ces deux vaisseaux arrivent ensemble sur la Terre, leurs horloges indiquent toutes les deux 4,6 années. Revenons maintenant dans le référentiel du vaisseau blanc pour voir comment les choses se passent de son point de vue. Dans notre vaisseau blanc, les horloges ne vont pas moins vite. Ça n'aurait d'ailleurs pas de sens de dire qu'elles iraient moins vite. Dans notre vaisseau blanc, les horloges avancent tout naturellement d'une année toutes les années. Le rayon lumineux qui a été émis à notre départ arrive sur Proxima au bout d'un peu plus d'une année des horloges de notre vaisseau blanc, comme on l'a calculé tout à l'heure. Et l'horloge de Proxima indique bien 4 années, comme dans tous les référentiels. Quand notre horloge marque 2 ans maintenant, le rayon arrive à 2 années-lumière de nous.
Au même moment, dans notre référentiel blanc, il s'est écoulé seulement 1 an sur Terre, la moitié. Et la Terre vient donc d'envoyer le deuxième rayon lumineux. Et nous approchons maintenant de Proxima, qu'on va atteindre dans quelques mois, au moment où on croisera le vaisseau noir qui, vu de Proxima, se rapproche d'elle à la même vitesse que nous. Alors, il faut prendre le temps ici de préciser un peu les choses. Si on va vers Proxima à la vitesse de 86% de la vitesse de la lumière, et que le vaisseau noir se rapproche de Proxima à la même vitesse, est-ce que ça signifie que ce vaisseau noir se rapproche de nous à 2 fois 86% de la vitesse de la lumière? Ça ferait 173% de la vitesse de la lumière. Autrement dit, il irait plus vite que la vitesse de la lumière. La réponse est non, bien sûr. En relativité, la formule pour additionner les vitesses est un peu plus compliquée que celle qu'on utilise d'habitude. Ce n'est pas une simple addition. La voici, cette formule. Alors, à nos vitesses habituelles, on ne peut pas percevoir la différence. Mais pour des vitesses qui sont proches de la vitesse de la lumière, cette différence devient considérable. Le calcul donne non pas 173% de la vitesse de la lumière, mais seulement, enfin si on peut dire seulement, 99%. Et ça correspond à un facteur de Lorentz de 7, raison pour laquelle le vaisseau noir nous semble aplati d'un facteur 7 dans notre référentiel. Quand le vaisseau blanc arrive sur Proxima, son horloge marque 2,3 années, alors que l'horloge de Proxima marque 4,6 années. Les événements sont bien les mêmes dans tous les référentiels. À ce moment où le vaisseau blanc arrive sur Proxima, il croise donc le vaisseau noir qui venait à sa rencontre. Et leurs deux horloges marquent bien la même heure. C'est pas un hasard, on a réglé l'horloge du vaisseau noir depuis le début, exprès pour ça. Ces deux horloges marquent bien toutes les deux 2,3 années. Arrivé à ce point, le vaisseau blanc va faire demi-tour. Mais après tout, ce vaisseau blanc pourrait tout aussi bien continuer sa route après avoir simplement constaté que son horloge, au moment où il a croisé le vaisseau noir, marquait bien exactement la même heure. Si on continuait notre route, on ne changerait pas de référentiel. Mais comme on va faire demi-tour, alors notre référentiel au retour sera exactement le même que le référentiel noir, puisqu'on ira tous les deux exactement dans la même direction et à la même vitesse. Et c'est pourquoi on va maintenant quitter le référentiel blanc et observer toute l'histoire depuis le référentiel noir. Dans le référentiel du vaisseau noir, les choses vont paraître évidemment très différentes. D'abord, on ne va pas commencer le voyage quand son horloge marque 0, comme on aurait pu le croire, mais quand elle marque moins 14 années, comme on va le voir dans un instant. L'horloge qui est sur Terre, elle, au moment du référentiel noir où commence cette visualisation, elle marque bien 0. Elle vient tout juste d'émettre son tout premier signal lumineux et le vaisseau blanc vient de passer juste à côté d'elle. Encore une fois, et je suis désolé, mais il faut vraiment insister lourdement, il n'y a pas de fait alternatif et nos référentiels doivent être ajustés pour qu'ils n'en apparaissent pas dans nos calculs. La Terre, comme Proxima, sont contractés en longueur de moitié. Pour la même raison, la distance entre la Terre et Proxima, dans le référentiel noir, est réduite elle aussi de moitié. Et pour que notre référentiel noir ne fasse pas apparaître d'effets alternatifs qui seraient contredits par l'expérience, on a réglé l'horloge de Proxima en conséquence. Remarquons maintenant que c'est le vaisseau blanc qui se rapproche de nous à 99% de la vitesse de la lumière, raison pour laquelle c'est le vaisseau blanc qui nous paraît compressé d'un facteur 7. Lançons maintenant la simulation.
Chaque fois que l'horloge de la Terre avance d'un an, la nôtre avance de 2 ans. Et chaque fois que l'horloge de la Terre avance d'un an, elle émet un signal lumineux en direction de Proxima. Et voici le moment qu'on attendait tous. Observons les choses de plus près. Comme d'habitude, nos référentiels fonctionnent bien et ne créent pas d'événements alternatifs. Le vaisseau noir et le vaisseau blanc se croisent quand leurs horloges marquent 2,3 années. Dans tous les référentiels, au moment où ils se croisent, le premier signal lumineux a déjà dépassé Proxima, alors que le second signal lumineux n'y est pas encore arrivé. La relativité ne permet pas de modifier l'ordre dans lequel les événements se produisent sur Proxima. En revanche, en relativité, les distances sont relatives. Et dans le référentiel noir, les signaux lumineux semblent beaucoup plus rapprochés les uns des autres qu'ils ne l'étaient dans le référentiel blanc. Et surtout, comme on va en sens inverse, si les horloges qui sont à notre niveau marquent bien la même heure dans tous les cas, celles qui sont au loin ne le font plus. Elles sont désynchronisées d'une manière différente de tout à l'heure. Celles de la Terre qui ne marquaient pas encore 2 ans dans le référentiel blanc marquent déjà 8 ans dans le référentiel noir. Ce qui signifie que tous ces événements-là, qui se sont déjà produits dans le référentiel noir, ne se sont pas encore produits dans le référentiel blanc. Encore une fois, contrairement à l'idée qu'ont beaucoup de gens sur la relativité, le cœur de la relativité, c'est pas tellement le ralentissement des horloges, la contraction des longueurs ou le décalage des horloges, c'est avant toute chose la relativité de la simultanéité. Des choses qui se sont déjà produites dans un référentiel ne se sont pas encore produites dans un autre. Comme le montre bien ce diagramme tiré de Wikipédia, et qui est ce qu'on appelle un diagramme de Minkowski, les 3 événements A, B et C sont simultanés dans un référentiel au repos par rapport à l'endroit où ils se produisent, mais l'événement de gauche ne s'est pas encore produit quand on va vers la droite, alors qu'il s'est déjà produit, cet événement de gauche, quand on va vers la gauche. C'est exactement la même chose qui se produit dans notre simulation. Il est temps maintenant de la terminer. Et nous voyons que dans les 2 cas, le jumeau voyageur, celui qui a changé de référentiel, a bien vieilli 2 fois moins vite que celui qui est resté sur Terre. Il n'y a donc pas de paradoxe, les 2 calculs, dès lors qu'ils sont faits correctement, donnent bien le même résultat. Toutefois, en physique, comme le disait Richard Feynman, si la théorie et l'expérience sont en désaccord, c'est la théorie qui doit faire ses bagages et quitter la ville. Alors, que dit l'expérience ? Eh bien, il a fallu attendre plus d'un demi-siècle pour disposer d'horloges assez précises pour vérifier la théorie. Et l'expérience a bel et bien confirmé ce que prédisait la théorie. Toutefois, les vitesses que peuvent atteindre les avions et même les fusées spatiales restent très faibles par rapport à la vitesse de la lumière, et les effets qui sont mesurés sont donc très faibles, eux aussi. Ils sont de l'ordre de quelques secondes par siècle. Arrivé à ce point, il reste une question importante à régler. Qu'est-ce exactement qui a provoqué ces différences de durée que l'expérience confirme ? Alors certains diront que c'est l'accélération qui a été subie au moment où le vaisseau blanc a fait demi-tour. C'est pas tout à fait exact. En effet, si le vaisseau blanc n'avait pas fait demi-tour, mais s'il s'était contenté de synchroniser son horloge avec celle du vaisseau noir au moment où ils se sont rencontrés, la différence de durée serait restée la même. En réalité, la différence vient de la géométrie même de l'espace-temps, qui est celle de Minkowski. Dans cette géométrie, une certaine distance
qu'on appelle l'intervalle d'espace-temps, se calcule avec cette formule et elle reste la même pour tous les observateurs. On y reviendra dans d'autres vidéos plus tard. Mais regardons-la quand même de plus près dès maintenant, cette formule. Sans rentrer dans les détails, elle nous dit qu'en quelque sorte, pour le jumeau voyageur, c'est-à-dire pour celui qui a fait un aller-retour et qui a changé de référentiel, eh bien la distance supplémentaire qu'il a parcourue dans l'espace a été en quelque sorte compensée par une durée moindre entre les deux événements. Mais bon, on aura l'occasion d'approfondir cette question des accélérations dans une autre vidéo. Alors, à bientôt!